On est dans les années 2040 et notre nation-État a été privatisée par des mégacorporations, des projets de construction colossaux changent le, euh, changent l'aspect de notre ville. Bienvenue à, à la cité-État corporate de Helsinki, un colosse d'une ville où les classes supérieures profitent d'une vie luxueuse, automatisée, et les personnes moins privilégiées doivent vivre dans l'ombre de leur tour perpétuellement. Quelque part, sous la surface, un groupe d'activistes se prépare pour le changement et il se nomme The Uprise, donc la révolution. Rapidement, un mystérieux message apparaît sur les forums et des mailing-lists et même sur les rues de la ville et invite les individus talentueux à se défier, se challenger à travers une série de puzzles. À un certain point, les puzzles cessent de devenir juste des puzzles. Et à l'insu des participants et des participantes, ils prennent bientôt part à une cyberattaque massivement distribuée. Et la cible de cette attaque est une compagnie qui s'appelle Duergar, une corporation massive qui a une grande partie du marché de la robotique. Uprise devient de plus en plus inquiet à propos de leur projet qui s'appelle Odin, une intelligence artificielle générale distribuée. L'attaque suit une longue liste de préparations et cible le refroidissement, les systèmes d'incendie et de contrôle d'accès dans des installations de regard. Tout cela culmine dans un un incendie qui détruit leur installation, détruisant Odin et son code source. Ceci étant, récemment, un scientifique basé sur l'IA, docteur, j'ai zappé le nom, désolé, et se rebelle contre la compagnie. Il travaille sur des robots domestiques divers et variés, et certains de ces robots, planqués dans l'installation, ont survécu à l'incendie. Ce qui a donné les ingénieurs de Dwergard se sont battus contre les systèmes de sécurité. L'objectif était de guider ces robots à l'extérieur des facilités et pouvoir récupérer la source de Odin pour eux-mêmes. On a vu plein de créativité, de solutions de créatives, même un robot qui était contrôlé par une flûte. Le deuxième événement, titré de manière appropriée le soulèvement des robots, était une autre expérience de hackathon où l'objectif était d'accéder aux ordinateurs quantiques de Dwergard pour extraire le code source de la société précédente, du robot précédent. Les solutions étaient très créatives, utilisant des solutions inspirées des kits Lego. Et l'objectif était de sortir les robots adverses des pistes. On avait plein d'activités annexes, comme le contrôle de voitures télécommandées et un shop secret qui était dirigé par une tête de robot.
Le troisième événement, on a eu un nouveau challenge qu'on a appelé les invasions artificielles. C'est un jeu de balles, mais pour des robots contrôlés par intelligence artificielle. L'événement, à nouveau, a été un succès énorme, amenant plus de 300 participants qui voulaient apprendre sur les robots et participer au challenge. L'histoire était le clash de deux méga corporations qui ont réussi à extraire le code source d'Odin et qui maintenant vont se battre pour prendre le contrôle de la ville. Puis quelque chose est arrivé. Non seulement dans l'histoire, on parlait de 2019, mais l'année suivante, Helsinki a été confinée. Nos visions futuristiques se sont mélangées à la réalité du jour présent. C'était un défi pour notre situation. Mais on a réussi à organiser une plus petite compétition. On a réduit le format des Invaders habituels vers une plus petite version avec des robots entièrement imprimés en 3D, qu'on a appelé Micro Invaders, les micro-envahisseurs, à cause des plus petits envahisseurs. On ne savait pas vraiment, après le printemps 2021, quand on avait eu la deuxième compétition, où est-ce qu'on allait avec tout ça. Donc il y a eu 2-3 ans un peu plus calme. Mais cette année, on a commencé à réveiller un petit peu tout ça. Et on a fait une nouvelle compétition Micro Invaders en été. Et notre communauté est maintenant prête pour quelque chose de plus grand. C'est l'heure de reconstruire et c'est l'heure de redémarrer le soulèvement. Alors, nous rejoindrez-vous? Mon nom est Juho Kostet et je suis le cofondateur de Robot Uprising. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer à construire toute cette histoire de robots et de faire construire des robots aux gens. Uprising est une expérience narrative qui se manifeste à travers des événements compétitifs stylés comme des hackathons. Plus tard, Katharina nous dira un peu plus sur les gens derrière Robot Uprising et Karin va nous parler du cycle d'événements narratifs et surtout comment est-ce que le côté narratif permet de rassembler un petit peu tout ça et élever l'expérience et la faire grandir. Elle nous parlera de ça et de quelles sont les briques qui permettent de construire cette narrative. Ensuite, on discutera de quelques tips et conseils sur comment vous pourriez peut-être construire votre propre événement comme ceci. Alors, au cas où ça ne soit pas clair, mon nom est Katharina et je suis aussi cofondatrice de Robot Uprising et je suis la vice-chair, vice-présidente. Je partagerai mon avis là-dessus, sur tout ça plus tard. Alors, qu'est-ce que nous sommes maintenant? Le Covid nous a fait des sales coups, évidemment, mais il y a quelques années, Juha et moi-même, on s'est rencontrés à Disarray. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est
C'est un événement un peu chouette à Helsinki. Ouais. Et on a parlé de robots. Et bon, pour faire bref, on a fondé une véritable association pour supporter et soutenir notre envie d'éduquer les gens à propos des robots et de l'intelligence artificielle. Euh, Lentement et tranquillement, les gens ont continué de nous retrouver. On a ouvert une communauté Discord et c'était très intéressant comme les personnes qui avant étaient des organisateurs et qui maintenant sont devenus des candidats et des compétiteurs, et les anciens compétiteurs sont devenus organisateurs, donc c'est plutôt drôle, plutôt cool. C'est assez international, le forum est en anglais, et on a aussi pas mal d'expatriés de Finlande qui y participent. Donc plusieurs des personnes qui étaient là avant sont maintenant réparties un peu dans le monde entier et sont toujours intéressées par ce qu'on fait. On rencontre aussi pas mal de gens chouettes, différents événements autour de la technologie. C'est un peu notre source principale de sang frais et de nouvelles personnes intéressées par ce qu'on fait. Euh, Yoa va vous parler un petit peu du cycle. Karim, pardon. Karim va vous parler du cycle narratif. Bonjour, je suis Karim et j'ai déménagé à Helsinki depuis l'Allemagne, après avoir été actif dans la scène hacking allemande depuis une dizaine d'années. J'étais dans les premières Maker Fairs en Allemagne et je suis l'un des fondateurs de ma maison ma maison de l'esprit, le Munich Hacker Lab, hein, donc spécial dédicace. Je suis aussi un membre fondateur d'une team de hacking et généralement je reconnais bien les bons formats de hackathon quand je les vois. J'ai très envie de faire partie d'un nouveau hackathon, mais apparemment je suis trop vieux. C'est pas très sympa. Et j'ai rencontré Yuho et il m'a parlé de cet événement et ça m'a intéressé immédiatement. Euh, j'ai voulu nous ramener ici sur la grande scène avec la grande scène, juste dans le grand bain, avec des plus gros poissons et qu'on devienne vraiment internationaux. J'ai passé un bout de temps à penser à qu'est-ce qui fait tourner ce genre d'événement. Moi, j'appelle ça le cycle d'événements narratifs. Alors, pour être honnête, c'est moi qui l'ai inventé, ce terme, hein. Mais je trouve que ça a du sens et je vais vous expliquer pourquoi, hein. En tout cas, donc, en bref, le cycle narratif inspire les événements et les événements donnent des clés et des éléments dans le monde réel pour que le cycle narratif progresse. Mais ce qu'on veut au fond, nous, c'est que les participants deviennent partie prenante, pleine et entière de l'univers de Robot Uprising. C'est pas forcément évident, donc je vais vous expliquer. Le cycle narratif les éléments narratifs sont utilisés avant l'événement pour immerger les participants dans l'univers de Robot Uprising. Ça leur permet de prendre une certaine agence, une certaine partie prenante à l'événement que normalement ils n'auraient pas dans un événement de ce style-là plus typique. Ça permet de rendre les événements beaucoup plus riches. Et ce qui se passe pendant l'événement, ensuite, rajoute et fait grandir l'univers narratif qu'on peut ensuite exprimer en tant qu'événement intégré dans le lore après l'événement et avant les prochains. Alors, comment ça se présente? Sur Discord, on rassemble les gens pour parler, préparer et discuter de la narrative. Et on va créer des bandes annonces, des teasers d'histoire qu'on va publier sur Internet, notre site YouTube, etc. Et on va également créer des petites énigmes, des devinettes, des puzzles. Ça marche très très bien pour intéresser les gens et les rendre curieux et les intégrer à notre lore. Et ensuite, nos participants, donc une bonne partie des participants vont inventer un background, une backstory, une histoire pour leur équipe et va l'aligner dans l'histoire, dans une des factions, etc. On fait des logos aussi, hein. On a des super logos d'équipe. Les équipes vont même parfois créer des uniformes, des costumes. Vous avez certainement vu ça dans une de nos vidéos. Ça crée vraiment une identité pour l'équipe et d'une manière générale, ça permet aux participants de vraiment incarner leur personnage et leur équipe dans l'univers où les événements prennent place. Bien sûr, les événements aussi délivrent des résultats.
Donc, quand on fait une compétition les uns contre les autres, on a toujours des gagnants, des perdants, lesquels on ne sait pas. Donc, on a de la randomisation. C'est un peu comme les rêves de jour. On commence une histoire et elle a un début et une fin, mais on n'est pas la personne qui raconte toute l'histoire. Et bien sûr, on a, avec tous ces participants, on a des moments très cool. Ensuite, on va aller publier des posts sur les réseaux sociaux, on va rédiger des blogs et aussi publier des super vidéos qui vont être produites. Beaucoup de collectifs sont inspirés par le narratif pour créer de nouvelles, des écritures ou j'aime bien aussi interagir avec, sur ce narratif avec des gens dans le monde virtuel. Et je voudrais vous montrer quels sont les ingrédients pour réaliser ce projet. C'est un peu ma perspective en tant que compétiteur. Je vais commencer avec une histoire un peu embarrassante sur mon enfance. Quand j'étais un enfant, j'allais dans une école de maths et de sciences, ce qui est un peu nerdy, avec des gens un peu embarrassants, super embarrassants. Vous connaissez les enfants à l'école qui font des jeux de rôle en live, et donc ils se promenaient avec des épées et des objets bizarres. Et moi, j'ai trouvé ça super génial. J'ai été très intéressé, mais c'était aussi embarrassant et je ne pouvais pas agir dessus. Donc, quand j'étais à l'université, quand j'ai entendu parler du soulèvement des robots, je me suis dit, waouh, c'est intéressant parce que c'est immersif, c'est pas un jeu de rôle, c'est juste pour des adultes cool avec des robots et de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce que je pense que vous devez retenir pour avoir un bon tech event narratif, un bon narratif autour de votre tech event. Donc, il vous faut d'abord une histoire, pas besoin d'être entièrement développée, mais on va en parler après. Il faut la technologie qui vous intéresse et celle qui intéresse les gens. Il faut des gens. Il vous faut aussi des activités de côté et des partenaires. Donc, commençons par l'histoire. Donc, ce que j'ai trouvé vraiment cool et intéressant dans l'histoire de Robot Uprising, c'est une familiarité. Le fait que le lieu soit Helsinki, la ville dans laquelle j'ai étudié, il y avait un lien avec la réalité. Même si c'était très dark et c'était de la science-fiction et génial avec des robots, mais c'était comme quelque chose qui avait du sens, mais aussi avec la résistance et cet espoir mince que le monde n'était pas entièrement foutu, qu'il y a encore un espoir de faire quelque chose, qu'on peut de manière immersive jouer, qu'on va affecter notre propre avenir, ce qui fait que la réalité soit moins sombre. Et en même temps, quand on va à un hackathon qui dure 48 heures, on va dans un bâtiment et on ne ressort pas. C'est un peu comme un escape de la réalité, un échappatoire de la réalité. Et on joue à des jeux et tout. C'est pas comme du jeu de rôle pas cool, c'est comme encoder du hardware de manière hardcore et c'est super cool et légitime. Et ensuite, on a besoin de la tech. La première fois que j'ai participé, c'était pour la série Lego. On avait une équipe de newbies. Personne bossait dans la tech à ce moment-là. On n'était pas vraiment sûr de nos compétences, mais on s'est dit, tout le monde sait jouer avec des Lego, donc on va faire les Lego. Ça ne doit pas être si difficile. Et si tu es vraiment nul en coding, tu as toujours l'interface graphique que tu peux utiliser. Donc, il n'y a vraiment pas de possibilité de ne pas réussir à faire bouger son robot du tout. On était assez bons et ça nous a donné vraiment beaucoup de confiance
de coder du Python de nulle part pendant 48 heures et pouvoir faire bouger un robot de manière autonome. Et que l'année prochaine, on a intégré les Artificial Invaders. C'était un peu plus avancé parce qu'il fallait fabriquer notre propre hardware et la logique derrière était plus compliquée, la robotique était plus compliquée. Donc on a dû utiliser plus de logique complexe et d'algorithmes. Mais c'était cool parce que on savait que l'événement n'était pas le but de l'événement n'était pas de gagner ou de pas être embarrassé parce qu'on était dernier. C'était plus d'être ensemble et d'apprendre des nouvelles choses avec des gens qui sont cool. Donc, ça nous amène au prochain point, les gens. Pour attirer des gens cool, il faut avoir de la tech intéressante, mais il faut aussi avoir une bonne histoire. Et donc, ce qui est vraiment important pour moi, quand on pense à attirer un certain type de personnes, il faut penser à la diversité, parce que si on n'a qu'un type de personnes, il y a comme une possibilité éventuellement de plus avoir ce genre de personnes et on n'a pas assez de participants pour notre événement. Donc si on veut créer un événement qu'on peut répéter tous les ans, il faut pouvoir regarder ce qui se passe dans la tech en général. On a d'abord des juniors qui deviennent des seniors. Si on a quelqu'un qui est super, à un niveau super avancé en technologie, mais qui ne sait pas si l'événement est vraiment bien, ils veulent probablement pas investir leur temps pour essayer de voir si c'est cool ou pas. Mais si on a des personnes juniors qui sont qui arrivent et qui trouvent ça vraiment super génial et qui se mettent en confiance, on peut créer un groupe plus avancé. Et je pense que c'est une bonne manière de faire des événements tech à considérer par tout le monde. Pendant l'event, il faut avoir des activités de côté, parce que les gens sont différents. Tout le monde n'est pas intéressé de coder pendant 48 heures. Parfois, ils vont avoir envie d'être créatifs. Par exemple, si on a un bloc et on ne sait pas quoi faire, c'est pas mal de pouvoir se promener et faire des trucs drôles et discuter avec d'autres personnes qui sont là et aller dans un escape room qui est construite dans un container de transport ou avoir un cocktail dans un bar robot. Voilà, c'est des choses qu'on avait en 2019 et j'espère qu'on reviendra à ça. Et donc, pour continuer, les partenaires dont on a besoin pour réaliser tout ça. The clicker is failing us. Ok, alors, bon, évidemment, construire un événement à cette échelle-là, c'est plutôt difficile. Donc, essayez pas de faire tout ça tout seul dans votre coin. Trouvez-vous des bons partenaires. Hein. Donc, il y a plusieurs petites choses différentes que vous devriez prendre en compte. La première, c'est que si vous voulez que vos participants et vos participantes aient du temps pour consacrer à cet événement, et si vous voulez spécifiquement que le temps de se préparer en avance, il faut essayer de rendre ça plus facile. Et nous, on s'est rendu compte que les universités, par exemple, enfin surtout en Finlande, hein, mais probablement d'autres, ils sont généralement plutôt d'accord pour donner du crédit éducatif en échange de participation à des hackathons. Donc c'est plutôt malin de se rapprocher d'elles. Ça facilite la tâche aux étudiants et étudiantes qui veulent trouver du temps pour venir à ce genre d'événement. Souvent, dans ce genre d'université basée sur la tech, les étudiants sont hobbyistes dans ce genre de domaine. Pour rendre ça intéressant et immersif, c'est aussi chouette de trouver des collectifs de technologie et d'art qui vous aideront à construire votre événement, votre décoration, votre narratif, etc.
Si vous arrivez à attirer dans votre équipe des professionnels ou des étudiants qui travaillent dans le film ou dans les médias, généralement ça vous aidera aussi beaucoup pour votre communication et ça peut vous aider après coup pour la réalisation de vidéos, etc. Par contre, vous pourriez vous dire aussi, qui va payer pour tout ça? Oui. Donc nous, on aime se rapprocher de compagnies dans le secteur de la tech qui cherchent des nouvelles recrues pour nous sponsoriser là-dedans. Donc, vous devriez peut-être aussi intégrer vos sponsors dans votre histoire, peut-être leur donner leur propre mégacorp et les permettre aux sponsors de s'intégrer dans votre histoire, les faire participer à vos vidéos de marketing, ce que nous avons fait. Une des choses pour lesquelles vos sponsors corporate peuvent vous aider, c'est pour des activités parallèles comme votre bar robotisé, etc. Et peut-être qu'elle peut se tirer un peu la bourre pour savoir qui a fait le meilleur booth, le meilleur stand à votre événement, etc. Donc, pourquoi est-ce que nous, on vous dit tout ça? En vrai, c'est que on a vraiment envie de voir plus d'événements narratifs dans le milieu de la tech comme ça. Et une des choses ouais, une des choses qui est dommage pour nous, c'est qu'on n'arrive pas trop à trouver des événements comme ça auxquels on peut participer, parce que nous, on organise. Donc, s'il vous plaît, faites vos événements et invitez-nous. À la fin, on comptait vous demander si vous allez nous rejoindre. Donc, est-ce que vous allez nous rejoindre à notre prochain événement ou peut-être rejoindre notre équipe et nous aider à rendre ça réel et à continuer à rendre ça réel, spécialement si vous avez un certain talent artistique et vous pouvez nous aider à créer ce genre, à créer nos puzzles, notre com online et autres. Peut-être même que vous nous aiderez à combattre Douargar à une échelle globale. Donc, ce serait vraiment super chouette si vous créiez votre propre événement techno-narratif. On serait vraiment très heureux de vous intégrer à notre propre univers, votre propre cité-État, votre propre mégacorp. Et peut-être que dans le futur, on pourra avoir un événement qui implique toutes les cités-États, toutes les mégacorps dans un grand hackathon distribué. Peut-être après que vous aurez envie de simplement avoir votre propre univers, vous allez peut-être vouloir aller sur la Lune ou autre chose. C'est cool aussi. Si vous êtes comme moi, la question principale que vous avez posée, c'est est-ce que je peux faire quelque chose de concret là maintenant? Donc je vais vous proposer quelques premières étapes concrètes si vous voulez faire un événement techno-narratif. Un pattern de hackerspace commun, c'est la règle 2+2. Si vous voulez faire ça, vous trouvez une autre personne pour développer la vision avec vous et vous trouvez 2 autres personnes pour implémenter votre vision. Voilà, donc deux visions, 2 implèmes. Ça vous aidera à trouver plus de gens pour continuer de travailler avec vous. En tant que pour ce qui est des composants, nous vous recommandons de commencer par une histoire. Excusez-moi. Ça séparé un petit peu en l'histoire et la création du monde. Vous regardez ça, vous vous dites c'est trop chouette, j'ai trop envie de faire ça, et j'ai un peu déjà un monde dans lequel j'ai envie que ça évolue, ou alors peut-être que j'ai déjà une histoire que je veux raconter. Donc si vous avez déjà l'histoire, pensez à dans quel monde est-ce que cette histoire peut se passer. Okay. Si vous avez déjà un monde, par contre, attendez, voilà. Si vous avez déjà un monde, qu'est-ce qui pourrait être une bonne histoire qui introduirait mon public à ce monde? Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Pensez à une première étape. Votre histoire est une première étape pour intégrer les gens à votre univers, et après votre univers va être construit et évoluer d'après ce qui s'y passe et ce que vous y racontez. Et ensuite, vous allez chercher une technologie qui permettra de raconter votre histoire dans ce monde et qui s'y intégrera bien. J'espère que je vous ai inspiré et je vais rendre le micro à Katharina pour les remarques finales. J'ai oublié ça, bien sûr. Venez sur Discord, on a un canal spécifique où on va vous donner des conseils et partager toute notre connaissance pour créer un event tech. Tout notre contenu est open source. Venez, plus vous êtes loin d'Helsinki, plus j'investirai. Venez me voir. J'ai vraiment envie de rendre ce projet global.
On a beaucoup de contributions pour nos logiciels, donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez venir voir. Venez. Merci de nous avoir écoutés. Après les questions, si vous avez plus de questions, si vous êtes introverti ou timide, vous pouvez venir nous voir au Tea House pour plus de discussions. On peut aussi vous montrer notre robot imprimé en 3D. S'il vous plaît, venez parler de robots avec moi. C'est ce dont j'ai envie de parler le plus. Donc, le Tea House est au 3e étage, juste en dehors du hall. Merci beaucoup. Merci beaucoup au Chaos Communication à la conférence pour nous avoir autorisé à présenter ici. Et on espère venir parler de notre prochaine conférence l'année prochaine. Merci pour la super session et pour avoir répondu aux questions principales. Il y a peut-être quelques questions en plus. On a quelques minutes. Si vous êtes dans la salle, vous allez sur un des 8 micros dans la salle, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez réfléchi à faire un jeu vidéo à partir de votre projet, comme Alors, ouais, on a pensé à faire un jeu vidéo. C'est quelque chose qui a été discuté, oui. Il y a un composant de jeu, les puzzles, qui prend place en ligne. Et on a aussi pas mal d'événements. On a peut-être aussi pas mal d'événements qu'on pourrait gamifier dans les événements, là où qui aideraient les gens à s'immerger vraiment dans l'univers et dans les factions. Closest to a game is like the simulator that we use to train our robots, like the machine learning simulator. Yeah, the AI controlled robots playing the game. Ouais. Du coup, il y a aussi des intelligences artificielles qui jouent, les robots qui jouent au jeu, donc on peut faire de l'entraînement des IA sur un simulateur. Hello. Je me demande si j'ai organisé pas mal de hackathons par le passé et j'avais du mal à convaincre des sociétés de financer les événements ou même d'être présents à l'événement. Ils nous enverront des panneaux d'affichage, mais ils ne voulaient pas faire ça eux-mêmes. Comment vous avez réussi à convaincre vos sponsors de ne pas seulement vous donner de l'argent, mais vraiment investir du temps et des personnes dedans? Wow. Alors, comment on a convaincu nos partenaires? Je pense que il faut vraiment que vous fassiez quelque chose qui soit vraiment innovant et qui soit osé et suffisamment bizarre pour qu'ils se disent on n'a jamais fait un truc comme ça avant. En fait, tu veux vraiment faire faire des revendications assez outrageuses et impressionnantes qui disent regardez, nous on fait ça et vous avez jamais vu ça. Enfin, nous, quelque chose qu'on a remarqué aussi, c'est que ces partenaires amènent souvent leurs développeurs pour être des participants et participantes. Donc, peut-être qu'ils peuvent faire de la coopération avec leur équipe et pas juste les recruter. Peut-être que ça va aider un peu le processus. Hello, merci pour la super présentation et la démo de l'art que vous avez mis en place. J'ai une question. Si je voulais bootstrapper un truc comme ça, j'aimerais avoir un événement qui soit assez bien, qu'on puisse réitérer et où les gens voudraient contribuer. Quelle serait votre idée de l'événement minimum apprécié? Ah, je crois que j'ai pas bien fait mon boulot parce qu'à la base, mon dernier slide devait être exactement là-dessus. Alors, bon, moi je suis le nouveau, hein, le débutant, donc de mon expérience en tant que hôte d'événements, de stuff de hacker, etc., t'as pas besoin d'avoir un énorme événement pour rendre ça vraiment super chouette. Si jamais, au départ, t'as ne serait-ce que 150, 300 personnes, tu vois, c'est 4, 5, 6 équipes qui travaillent ensemble d'une manière très claire. Vraiment, concentre-toi sur vraiment l'essentiel.
faites les choses voilà, ne faites pas forcément trop de choses, mais ce que vous faites, faites-le vraiment bien. Dans ce cas-là, par exemple, pour l'histoire, faites peu d'histoire, mais faites-le vraiment bien pour être mémorable. De ma perspective, vous voulez viser pas forcément un énorme événement. Vous voulez une expérience mémorable. Alors, peut-être que je peux ajouter quelque chose, pas forcément par rapport à l'événement, mais si vous êtes comme nous, quand on a commencé à redémarrer tout ça et on n'avait pas vraiment de possibilité d'avoir un événement à nous-mêmes, à nous qui nous appartiennent, on est déjà allé à d'autres événements autour de la tech et on a fait un stand pour montrer un peu nos affaires, nos idées. Par exemple, on avait ce produit communautaire qui s'appelait Human versus AI. C'était un jeu de plateau où on coopère contre un robot basé sur l'intelligence artificielle. Et c'était en exposition à la Nuit des Arts à Helsinki, au musée de la technologie. Ça, c'était un concept un peu cool et chouette de ce qu'on faisait, qui était très facile à approcher et à montrer. Parce que on permet aux gens de contrôler les robots qu'on utilise avec juste un contrôleur une manette de PlayStation. Donc tout le monde peut venir jouer contre l'IA un peu, et puis on peut expliquer comment ça marche et tout ça en tant que porte d'entrée. Voilà, donc en gros, construis quelque chose contre un challenge, un défi interactif et présente-le au congrès. C'est comme ça tu peux parler un peu autour, faire un stand, parler aux gens et voilà. Donc faites ça et que les gens puissent expérimenter un petit peu avec votre technologie. Alors, une chose que moi j'ai repérée au cours de mes déplacements, c'est que dans les petites villes, c'est souvent plus facile, je trouve, parce que tous les petits cercles autour de la tech sont très interconnectés. Donc, par exemple, quand je vais en Finlande, je rencontre un petit peu tout le monde, quoi. Donc, donc ce que tu fais n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. On peut dire, tiens, le chapitre local de ta ville a envie de faire ça, a envie de faire quelque chose autour des robots. Voilà, on peut être un format qu'on peut utiliser. Quick last question from the microphone over there, please. Micro 4. Vous avez parlé d'outils pour intelligence artificielle que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez nommer les logiciels que vous avez cités dans la réponse précédente? Ok, donc pour le jeu, sur l'IA, on a un truc Unity. Tu peux chercher Unity ML Agents. Et c'est un simulateur. Et donc, depuis ça, tu peux... on a des informations là-dessus. Ouais. Donc, ok, je pense que c'était la dernière question. Nous, on sera au Tea House, au salon de thé, et donc du coup, vous pouvez venir nous voir, continuer ces discussions, voir nos robots, et nous poser toutes les questions que vous voulez. On pourra vous raconter plus de choses sur les bibliothèques qu'on utilise, etc. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont en streaming ou qui n'ont peut-être pas le temps d'aller à la Tea House, dans la description de notre conférence, il y a de nombreux liens, notre Discord, notre GitHub, etc. Donc allez-y et partez de là. Le site web n'est pas extrêmement organisé, mais bon, vous voyez ça comme un puzzle, ça vous fera... Vous avez des recherches à faire pour trouver nos puzzles. Merci beaucoup pour cette présentation et pour ce très chouette événement. Merci beaucoup.